Donc je suis Alexis Corbière, député France Insoumise. Je vais avoir pour rôle peut-être d'animer un peu ce débat et puis d'en dire quelques mots, mais on a souhaité, il y a plusieurs conférences, débats qui ont lieu sur ces amphis, sur le sujet évidemment de l'extrême droite de manière générale, le Rassemblement national en particulier. Vous le savez, du point de vue du combat que nous portons, il s'agit d'une force politique, d'un courant politique avec lequel nous sommes en radicale confrontation. Et on pourrait même analyser la période comme étant une course de vitesse engagée désormais entre les valeurs que nous portons, la forme organisationnelle et secondaire, et ce que représente l'extrême droite. Du moins, c'est l'analyse que je fais, et je pense que nous sommes face à une période où dans les échéances qui viennent, les 10 ans qui viennent, les 5 ans, la possibilité désormais que l'extrême droite, sous une forme organisationnelle qui peut évoluer, mais que l'extrême droite prenne le pouvoir, n'est plus quelque chose qui est de l'ordre, comment dirais-je, voilà, théorique ou du commentaire exagéré. C'est une potentialité. De la même façon que nous jugeons dans une potentialité que ce que nous sommes puisse aussi l'emporter. Donc il s'agit à partir de là d'essayer d'analyser, de comprendre. Alors il y a beaucoup de choses, des conférences sur l'histoire de l'extrême droite, comment lutter peut-être contre l'extrême droite. Évidemment c'est toujours difficile quand on fait un sujet de ne pas aborder les autres. Là on a souhaité peut-être d'abord d'avoir un débat, un échange avec une forme d'expertise ou du moins de regard sur quel est cet électorat du Rassemblement national. Quels en sont des traits peut-être un peu caractéristiques, si tant est qu'on puisse, sur une force politique qui rassemble 8 millions de voix au premier tour de l'élection présidentielle, évidemment, c'est un camailleux de différentes approches, mais il y a quand même une sociologie moyenne qui peut-être mérite d'être retenue. Donc c'était ça l'idée. Et sur ce, alors il y a 3 de nos invités. Je vais d'abord présenter le cas particulier de mon ami Boris Billat, qui est là. Alors, on est entre nous, je vais dire les choses simplement. Boris, en raison du métier qu'il fait, il est haut fonctionnaire, souhaite qu'il n'y ait pas de photos circulant sur le réseau qui soient prises de lui. Et je pense que c'est une marque de respect et de reconnaissance à tout le travail qu'il fait de respecter ça. Mais c'est un camarade qui, depuis plusieurs années, participe grandement à la réflexion théorique et plus que ça de ce que nous faisons au sens large. Donc tu reviendras factuellement sur les résultats et comme on avait prévu que ce soit Gala qui parle en premier mais qui va arriver, tu vas débuter les choses. Puis après on a également avec nous Lucie Delaporte qui est journaliste à Mediapart, comme on dit spécialiste de l'extrême droite, où également vous reviendrez peut-être sur c'est quoi, vous m'avez dit peut-être les secteurs sur lesquels il y a une évolution y compris de cet électorat, dans des choses qui, quand on est parfois sur une vision un peu sommaire de ce qu'est l'extrême droite, on peut s'apercevoir qu'il y a des développements inattendus dans certains secteurs qui méritent d'être analysés, compris, etc. Donc voilà les éléments sur lesquels on va commencer, sachant qu'il y aura une présentation de nos amis, il y aura un échange avec vous, échange qui, comme toujours, sera limité par le temps. Et il faut, si j'ai bien compris, que vers 11h40, on puisse avoir terminé. Donc je lance la discussion avec des chiffres et puis après c'est à toi Boris. Vous rappelez que ce dont nous parlons, donc en particulier, c'est le Rassemblement national qui à l'occasion des élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu a obtenu au premier tour 8 133 000 voix, c'est-à-dire 23,15% des exprimés, 16,6% des inscrits. Et au deuxième tour, 13 millions de voix. Pour rappel, en 2017, Marine Le Pen avait obtenu 7,6 millions au premier tour, donc à une progression de 7,6 à 1,1 million, mais surtout au second tour, elle avait obtenu 10 millions il y a 5 ans, cette fois-ci c'est près de 13 millions. Et également aux élections législatives, car c'est toujours intéressant évidemment, et ce sera très... cette année, si je puis dire, au premier tour, c'est 4,2 millions de voix qui se sont portées sur des candidats estampillés Rassemblement national. Bon, pour mémoire, la NUPES a obtenu 5,8 millions. Mais il y a un phénomène, au deuxième tour 3,5 millions, puis il y a un phénomène qui va être intéressant à observer, nos amis vont sans doute en parler, que du nombre d'élus qu'ils ont obtenus et peut-être d'un nouveau comportement électoral aussi à l'occasion du second tour vis-à-vis de leur candidat qui peut être analysé, qui mérite peut-être une certaine attention. Voilà, c'était factuel un peu pour lancer la discussion, donc une progression réelle, et en même temps une progression et une difficulté je trouve qui doit être portée sur le fait que c'est aussi un nouveau type, une fois de plus, de comportement, notamment à l'occasion du second tour sur le candidat du Rassemblement national qui mérite, je trouve, une attention parce que c'est, de mon point de vue, un grand changement par rapport à ce qu'était la manière dont était perçue l'extrême droite il y a 10 ou 20 ans. Voilà, à toi la parole. Alors le micro,
je vais te donner celui-là, à mon avis, il est de qualité. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Comme l'a dit Alexis, je vais vous remercier de ne pas diffuser de photos de moi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour des raisons professionnelles. Je suis statisticien, donc je vais essayer de ne pas vous assommer de bon matin. Je vais vous donner quelques chiffres, comme l'a dit Alexis, et d'essayer de trouver comment connaître son ennemi avec des arguments pas forcément experts, mais précis, quantitatifs. Et vous allez voir, on va retrouver des intuitions qu'on retrouve parfois sur le terrain et parfois d'autres non. Donc moi, normalement, Gala devait commencer, mais pour des raisons d'embouteillage, elle prendra la suite. Moi, je vais me concentrer uniquement sur les législatives. D'accord ? C'est vraiment regardez déjà comment ça a évolué. Je vais essayer de répondre à 3 questions. Donc si à la fin de ma présentation vous n'avez pas les réponses à ces questions, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail, que j'ai trop noyé de chiffres, donc vous avez le droit de me gronder et de redemander des chiffres ou redemander des explications. Mais donc les 3 questions qu'on va se poser, c'est déjà quel est le profil des circonscriptions qui ont élu un député Front National. C'est des circonscriptions qui sont particulières. Je vais vous donner des chiffres, de voir où elles sont, qui elles sont, comment on peut décrire ces territoires. La deuxième question, c'est quel est le profil où le RN, depuis 10 ans, progresse le plus ? C'est pas forcément les mêmes. Et la troisième question, l'abstention se généralise dans notre pays à toutes les élections, si on compare les élections les unes par rapport aux autres, et c'est le cas des élections législatives. Alors, quel est un peu le lien de l'abstention avec le résultat des Front National ? Est-ce que ça profite au Front National ou au contraire, est-ce que ça l'empêche ? Donc quelques chiffres déjà pour avoir en tête, donc je répète, c'est les législatives. Donc déjà, il y a 89 députés, c'est un record, Rassemblement National, et ça correspond à, comme l'a dit Alexis, à 4,2 millions de voix. Donc ces 4,2 millions de voix, si on compare il y a 10 ans, en 2012, elles correspondaient à 3,5 millions, donc c'est une augmentation assez forte de 20%. Et cette augmentation, comme l'a dit Alexis, on va le retrouver aussi par le nombre de circonscriptions au second tour. D'accord, en 2012, il y avait 59 circonscriptions, ça fait à peu près 10%, un peu moins des circonscriptions où le Front National était au deuxième tour, alors qu'en 2022, c'est 208. D'accord, donc c'est une progression énorme, on voit en nombre de voix, en nombre de députés, et aussi en nombre de circonscriptions où le Rassemblement National est au deuxième tour. Donc, quel est le portrait de ces circonscriptions ? Donc, déjà, un petit avertissement de méthode, au cas où il y aurait d'autres statisticiens dans la salle qui voudraient me tirer les oreilles. Ça va être une vision qui est partielle. Déjà parce que je vais regarder les résultats aux élections législatives. Donc déjà, il y a 50% des gens qui ne votent pas. Donc ce n'est pas l'ensemble des électeurs de la présidentielle. Voilà. Ensuite, on va regarder les territoires. C'est-à-dire que si par exemple le Front National fait 30% dans une circonscription, et je dis que cette circonscription elle est plus rurale, ça ne veut pas dire que tous les ruraux votent pour le Front National. D'accord, ça veut dire qu'il y a une corrélation qui s'observe en disant on peut comparer des territoires, mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Vous allez le voir, je vais essayer de pondérer. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est un peu des liens indirects, mais le scrutin des législatives vaut bien ça. Comment on observe ça ? Voilà, je vais aussi me concentrer sur une comparaison 2012-2022, parce que 10 ans, c'est pas parce que c'est un chiffre rond, mais c'est aussi parce qu'en fait, si on essaie de prendre un peu de recul, le paysage politique, il a changé entre 2012 et 2022. Le 2012, on peut dire que c'est un peu l'halali de la droite versus la gauche. D'accord ? C'est Hollande qui gagne, on a un affrontement Sarkozy versus Hollande, le PS et LR ont la majorité, la très très grande majorité des députés, et 2022, c'est un peu... je ne sais pas si c'est la suite d'une séquence, la fin d'une séquence, mais c'est un peu, vous avez écouté j'espère les conférences de Jean-Luc Mélenchon, les 3 blocs, donc on peut avoir un peu un 2017 qui est un peu un entre-deux avec Macron qui est un peu un entre-deux avec certains territoires de gauche, certains territoires de droite. Donc je vais plutôt me concentrer sur 2012-2022 et sur les législatives. Donc pour rappel, en 2012, il y avait 260 députés PS environ, 190 députés LR et 3 députés RN ou extrême droite, donc c'est quasiment rien. Et en 2022, on a donc 3 blocs, 4 nuances, d'accord, en fonction de comment on classe
LR. On a 130 députés de la NUPES. C'est pour donner un peu, voilà, on a un peu un tiers, la moitié en gros de centre et le reste de la droite et l'extrême droite. Donc première question, quel est le profil des circonscriptions? Est-ce que je vais vous donner un peu de chiffres? Donc si vous en avez marre, faites des grimaces et j'accélérerai sur les chiffres, hein, je vous vois. Donc, quel est le profil des circonscriptions qui ont élu, d'accord, les 89 qui ont élu le Front National? Donc ils ont 17% des députés. Et si on regarde les circonscriptions où il y a ces 89 députés, ça correspond à 11 millions d'habitants. D'accord, je fais la somme de tous les députés, c'est à peu près aussi 17% des inscrits. Alors démographiquement, ces circonscriptions, si on les compare aux autres, ce sont les circonscriptions qui ont le moins cru en population depuis 10 ans. D'accord, donc je peux vous donner des chiffres. Hein. La démographie, c'est de l'ordre de plus de 30%, et le RN, c'est 10 points de moins, donc c'est plus 20% de démographie. Alors que si on regarde la NUPES, c'est le plus élevé. D'accord, donc déjà une espèce de petite polarité. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui croit et tout qui croit, mais si on regarde l'évolution des populations de circonscription, c'est des circonscriptions qui perdent de la population relativement, donc il y en croit, mais par rapport à la population en général. Ce sont des circonscriptions qui sont plus âgées. D'accord. En moyenne, l'âge moyen, c'est 41,5 ans. Donc, pas de surprise, les circonscriptions où Macron est élu, c'est l'âge moyen. D'accord. On va retrouver, je vais plus donner trop de chiffres sur le centre, mais à chaque fois, le centre, et aussi au centre quand on regarde les populations, les variables démographiques. Et donc, la NUPES, c'est plus jeune, le Front National, c'est plus vieux. D'accord. Donc, on se voit encore vraiment une espèce de polarisation en fonction de l'âge. On peut regarder aussi, si on regarde le LR, on a un profil très similaire en fonction de l'âge et de la population. Donc, si on regardait que la variable d'âge, on dirait RN, c'est de la droite. D'accord. Et la NUPES, c'est un peu de la gauche. Mais on peut aller un peu plus loin. On va regarder maintenant des variables de pauvreté et de niveau de vie. Alors là, pas de surprise. Les plus riches, c'est les circonscriptions où le niveau de vie est le plus élevé, c'est pour Macron, exactement. Donc le niveau de vie par an en moyenne, c'est 22 000 euros. D'accord. Le niveau de vie, c'est le revenu moins les impôts plus les prestations. Comment? C'est 22 000 euros par an en moyenne. En France, pour tout le monde, d'accord? Ok. Et les circonscriptions macronistes, elles ont à peu près un mois de plus, donc elles ont 1 300 euros. Et la NUPES et le RN, elles ont niveau de vie, un mois en moins, 1 300 euros en moins. D'accord. Donc si on regarde les circonscriptions, on a aussi une corrélation en fonction du niveau de vie. Et alors il y a des disparités au sein de circonscriptions. Et là, c'est quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, ces disparités, donc les circonscriptions, les gens sont plus pauvres dans les circonscriptions NUPES et RN. En fait, il y a des disparités. En fait, si on sépare la population en 4, les pauvres, le plus bas, les 15% les plus pauvres, les médians, les modestes et les plus aisés. En fait, les plus pauvres, la corrélation, c'est plutôt les circonscriptions de la NUPES. Donc la NUPES, le taux de pauvreté dans les circonscriptions est de l'ordre de 18%, donc ça veut dire à peu près une personne sur 5 est pauvre dans les circonscriptions où il y a les députés tels que Alexis. Alors que pour le Front National, c'est un peu plus réduit, c'est comme la population. En revanche, le Front National, pourquoi il est plus pauvre? C'est parce qu'il concentre des gens qui sont plutôt des ménages modestes et médians. Donc si vous séparez la population en deux, vous avez les 15% à gauche, les plus pauvres, c'est plutôt NUPES. Et ensuite, un peu au-dessus, c'est le Front National. Donc c'est ce qu'on appelle les modestes et les médians. Évidemment, les plus pauvres, il n'y en a pas beaucoup dans les circonscriptions de Macron. Et donc ça, ce constat, il se retrouve si on regarde la part de ménages médians, la part de ménages plutôt aisés. Je vais passer, et mes chiffres viennent de s'envoler. Désolé. Je peux pas les... Ouais. C'est le vent de l'histoire. Hop. Merci Alexis, merci Gala. Je m'en suis sorti, c'est bon. Alors, je vais mettre des petits cailloux. Donc voilà, je suis peut-être déjà un peu trop long, donc maintenant que Gala est arrivé, je vais accélérer. Si on compare les types de revenus et les catégories socio-professionnelles. Donc là encore, c'est une corrélation. Dans les circonscriptions Front National, il y a nettement moins d'actifs. D'accord, la part de revenus, d'actifs dans le revenu est de 5 points plus petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui sont soit plus au chômage, ce qui est le cas, soit
plus retraités. Et effectivement, c'est corrélé avec le fait que les gens qui sont dans les circonscriptions du Front National sont plus âgés, mais il y a plus de retraités et il y a aussi plus de revenus du patrimoine parce qu'en fait, les retraités sont plus de revenus du patrimoine. Et donc, il y a moins aussi de prestations sociales, ce qui est le cas par contre des circonscriptions NUPES. Et donc là, si on compare uniquement le profil de la composition du revenu et les catégories socio-professionnelles, en fait, là, LR et le RN, c'est les mêmes. D'accord, ils ont plus d'indépendants, plus de retraités, alors que la NUPES, si on fait un peu les stéréotypes, on va dire au café du comptoir, quand je discute avec mes copains, on dirait que le RN, c'est un peu plus de droite et la NUPES, c'est un peu plus de gauche. Donc il y a une restructuration de l'électorat. Mais pour les diplômes, en fait, le RN, si on regarde, ils ont des classes populaires. Donc des classes populaires moins diplômées, plus de chômage. Mais cette corrélation, elle est comparable à celle de LR. Et par contre, si on regarde les plus diplômés, en fait, il y en a, dans les circonscriptions élues par le Front National, il y en a beaucoup moins. Par contre, la NUPES, il y en a plus, relativement. Donc là, on commence à distinguer des différences, et c'est sur les plus diplômés où il y a le plus de différences. Donc, je répète, plus de diplômés. Hop, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes chiffres. Je suis peut-être trop long, donc je vais accélérer. Maintenant, donc la discussion que vous avez dû voir un peu dans la presse ou dans les interventions de nos députés de la NUPES, c'est la fameuse, il y a des conférences sur le sujet, il y a des tribunes même sur le périurbain, le rural, qu'est-ce qu'il en est en fait. Donc en fait la leçon, moi que j'en retire, c'est que le constat en fait est assez nuancé. C'est-à-dire que c'est pas tout le rural vote pour le Rassemblement national, tout le urbain, c'est pas vrai. Il y a certaines géographies, il y a une certaine histoire de la géographie, et donc on aura besoin, donc là on n'a pas de diapositive, de regarder des cartes, mais ce constat nuancé est quand même pas non plus absent. Et donc en fait il y a une forte corrélation entre l'urbanité, la ruralité et les circonscriptions qu'a élu le Front National. Par exemple, dans le pôle d'attraction des villes, donc c'est dans le centre des métropoles, il y a uniquement 35% des circonscriptions du Rassemblement National et c'est 70% pour la NUPES. D'accord ? Donc c'est plus que doublé. Et c'est l'inverse pour les couronnes de l'attraction des villes. Donc les couronnes des circonscriptions, vous prenez des grandes villes et vous vous écartez à un quart d'heure, 20 minutes. C'est toujours de la ville, mais c'est pas le centre des métropoles. Et ces couronnes, mais c'est l'inverse. Pour la NUPES, c'est 27%. Des circonscriptions qui élisent des députés NUPES, et pour le RN, c'est 56%. On va retrouver cette forte corrélation entre la distance avec le centre des métropoles si on regarde la population urbaine et la population soit rurale, périurbaine, soit rurale. Et par exemple, il y a plus de rural, périurbain. Mais plus, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire tous. Si on compare, c'est 12% des circonscriptions qui ont élu un député NUPES ont une population périurbaine. C'est 25% le Front National. D'accord ? Donc il faut sortir du schéma tout le périurbain. Non, il y en a une partie, il y en a 2 fois plus, effectivement, dans les circonscriptions du Front National, mais il n'y en a pas 0 non plus dans la NUPES. Voilà. Donc là, je vais accélérer parce que je suis beaucoup trop long. Et je vais vous dire 2 choses. D'où viennent les circonscriptions, les 89 circonscriptions du Front National ? Si on regarde maintenant lesquelles elles ont élu en 2012, mais c'est à peu près moitié LR, moitié PS. Mais en fait, cette moitié, il y a des variables cachées derrière. Si on les classe par le taux de pauvreté, donc si vous prenez les 89 circonscriptions du Front National et vous les classez par le taux de pauvreté, en fait, celles qui sont plus pauvres que la française, c'est des anciennes de la population française, c'est des anciennes élections élus du PS, et si celles que vous prenez qui sont plus riches, c'est des anciennes circonscriptions de LR. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu, on va dire des mots un peu... Le RN va germiner, va semer des graines dans les circonscriptions anciennes LR, anciennes PS de 2012. Celles qui étaient pauvres, il les a piquées au PS. Celles qui étaient riches, il les a piquées à LR. Voilà, donc pour conclure, et peut-être que dans la discussion, je donnerai d'autres chiffres parce que j'ai 7 pages et je viens d'en faire que 3. On a un renforcement du Front National, une augmentation, mais cette augmentation n'a pas lieu n'importe où. D'accord ? Si on regarde une géographie, il y a des zones où il n'y a quasiment pas de Front National, et c'est notamment la Bretagne et le Sud-Ouest. Mais il y a des zones
où le Front National se renforce dans ses bastions du Nord, Pas-de-Calais, du Sud-Est, de la façade Méditerranée. Et là où il gagne, c'est des circonscriptions qui sont proches, qui sont quasiment mitoyennes. Donc en fait, vous prenez la carte des meilleures circonscriptions de 2012 et vous ajoutez un peu un mal qui se répand, les circonscriptions autour. Et donc, il va se renforcer là où il était fort et va augmenter un peu, se répandre. Et c'est là où on peut voir des choses un peu historiques, où il conquiert des départements entiers comme l'Aude, l'Eure, le Var. Donc ça, voilà. Donc c'est vraiment un mal qui se répand, on peut dire. Mais pour conclure, il y a des notes d'optimisme. Pour répondre à ma troisième question, si on regarde l'augmentation de la participation, d'accord, en fait, là où l'abstention augmente, le Front National augmente. Et là où l'abstention augmente un peu moins que la France, c'est la NUPES qui augmente. Donc, moralité, l'abstention profite au Front National. Donc, si on arrive à mobiliser certains électorats, si on arrive à identifier certaines classes sociales, etc., alors il y a peut-être une partie de la solution. Et désolé, j'ai été beaucoup trop long. Et je vais passer la parole à Gala. Et je vous remercie. Tu as été parfait. Merci. Merci beaucoup. En plus, avec un vent facétieux. Alors, Gala Kabaj nous a rejoint. Merci d'être là. Tu étais très attendu. Tu vas avoir immédiatement, et c'est difficile, la parole. Je sais que tu as échangé avec Boris et tu as à peu près le profil. Et je t'ai présenté tout à l'heure. Donc, à toi la parole. Tu as 15 minutes, enfin, le temps qu'il faudra. À tout de suite. Merci Alexis. Bon, désolée, vraiment je présente mes excuses pour mon retard. Donc je suis Gala Kabaj et je travaille pour Transform Europe, qui est la fondation politique du Parti de la gauche européenne, et je m'occupe du programme stratégie contre l'extrême droite. Et c'est donc dans ce cadre, avec y compris le collectif Quantité Critique, qu'on a mené des enquêtes sur les électeurs d'extrême droite et leur sociologie. Donc avant de commencer, je voudrais juste revenir sur pourquoi est-ce que c'est important de comprendre l'électorat d'extrême droite, pourquoi c'est important d'analyser la sociologie de l'électorat d'extrême droite. La première des choses, c'est que 2022, pour l'extrême droite, c'est une année de succès électoral. Si on prend le premier tour de l'élection présidentielle, et c'est sur ce scrutin-là que je vous présenterai des résultats, on a 32,3% des suffrages exprimés qui vont à une option d'extrême droite, donc Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan. C'est un chiffre historique. Dans tous les scrutins confondus, jamais l'extrême droite n'avait été aussi haute. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que ce premier tour, il marque la continuité d'un processus qui avait été commencé déjà en 2017, qui est la tripartition du champ politique. Et 2022 parachève ce processus avec l'effondrement des partis de gouvernement que sont le PS et les LR. Et à l'intérieur de cette tripartition, le Rassemblement a une place de choix puisqu'elle arrive seconde en 2017 déjà et en 2022 encore. Alors ça peut paraître évident aujourd'hui, cette tripartition, maintenant c'est une réalité du champ politique qui s'impose à nous de manière assez évidente, mais rappelons que pendant les scrutins intermédiaires, ça ne l'était pas forcément. Les scrutins intermédiaires, ils sont caractérisés par la résistance de ces partis de gouvernement à l'échelle locale, par des résultats mitigés pour le Rassemblement national et par des abstentions records qui touchent avant tout les catégories populaires qui sont au cœur de l'électorat du Rassemblement national. Mais malgré ça, on a eu au premier tour de l'élection présidentielle un électorat pour Marine Le Pen, je me centrerai sur celui-là, qui s'est intensifié et qui se massifie. Également, pourquoi c'est important de comprendre cet électorat ? C'est un électorat qui est qualifié de manière assez évidente, notamment par les médias, par les commentateurs politiques, comme étant un électorat populaire. Alors c'est un problème pour la gauche, puisque c'est l'électorat populaire est historiquement lié à la gauche, et ce narratif conduit à mettre en difficulté la gauche, qui aurait perdu ce lien naturel avec la classe ouvrière, qui n'aurait plus d'adresse avec les classes populaires. Donc ça, c'est un problème de considérer que toutes les classes populaires votent pour le Rassemblement national, alors qu'on observe quand même une polarisation du vote des classes populaires entre l'abstention, une option de gauche radicale, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, et le Rassemblement national.
À gauche, en plus, on a une mauvaise conscience, qui est une mauvaise conscience qui peut être fondée, puisque effectivement, il y a une gauche, une certaine gauche, une gauche de renoncement, qui a tourné le dos aux intérêts de certaines classes populaires. Et donc, ce récit prend son accroche également dans les milieux de gauche et donne parfois... donne naissance à une stratégie selon laquelle il faudrait récupérer ces voix que l'extrême droite aurait récupérées. Voilà, donc on a un cadre qui peut être assez compliqué et le fait de comprendre et d'analyser la sociologie des électeurs d'extrême droite permet de clarifier beaucoup de choses et notamment s'attacher à analyser les conditions objectives qui produisent un vote pour le Rassemblement national. Donc si l'on prend les variables les plus simples, c'est-à-dire les variables issues des sondages, par exemple le sondage jour du vote, on obtient un... Pardon, on me dit qu'il y a un problème pour les amis qui sont en fond de salle. Vous entendez mieux? Peut-être que je prends l'autre micro? Est-ce que ce micro il marche? Ah oui. 1, 2, 1, 2, ouais, il marche. Est-ce que vous entendez mieux quand on parle comme ça? Bon, et après, je propose que tu n'hésites pas. Hein. Non, j'ai déjà du retard, je peux pas me permettre. Vous m'entendez mieux? Ok. Alors, très bien, on arrive au début. Donc si on prend les variables lourdes, c'est les variables qui sont issues des sondages. Donc les instituts de sondage produisent le soir du vote, un sondage, jour du vote, dans lequel on a les variables lourdes, donc les variables de sociodémo classiques. Ces variables, ces sondages, ça nous permet de tirer un portrait qui est assez approximatif, mais qui est quand même un portrait qui domine le débat public et qui est beaucoup repris par les commentateurs. Alors, ce portrait, c'est que Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores parmi les travailleurs du bas de l'échelle. Donc elle réalise 36% chez les ouvriers, 36% chez les employés. Elle peine à pénétrer les populations plus aisées, donc elle ne réalise que 12% parmi les cadres. Et c'est des travailleurs qui, en plus d'être en bas de l'échelle, sont des travailleurs non diplômés. Elle réalise 35% chez les non diplômés et uniquement 13% chez les personnes qui ont Bac+3 et plus. Du point de vue du revenu, ces sondages nous apportent aussi des données. Marine Le Pen a une très forte amplitude, c'est-à-dire qu'entre les personnes qui ont un revenu entre 900 € et 1900 €, elle réalise des chiffres très élevés, autour de 26, 27, avec des pointes à 29%. Mais elle n'est pas la candidate des personnes qui ont les revenus les plus bas. Chez les personnes qui ont moins de 900 € par mois, elle réalise 26%, quand Jean-Luc Mélenchon réalise 34%. Donc voilà, c'est une manière de comprendre que les classes populaires se polarisent entre deux options électorales. Ensuite, ces données qui sont publiées tout de suite après les élections, avec notamment les données du ministère de l'Intérieur, nous permettent de comprendre l'implantation territoriale du vote de Marine Le Pen. Cette implantation territoriale, c'est une implantation territoriale qui à la fois s'intensifie tout en se déployant. Donc Marine Le Pen en 2022 consolide ses zones de force, notamment du nord et de l'est et du sud, tout en se déployant vers des espaces qui étaient jusque-là verrouillés. Je pense notamment, mais Lucie en parlera, aux zones de l'ouest de la France qui étaient des bastions des Républicains, mais dans lesquels l'effondrement du Parti des Républicains a permis à l'extrême droite de s'implanter. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a un portrait, mais on a un portrait qui est insuffisant et qui peut être insatisfaisant. Pourquoi? Parce que déjà, tous les travailleurs du bas de l'échelle ne votent pas pour Marine Le Pen. Oui, et également, comme disait Boris, on a également cette idée d'un vote rural, d'un vote du périurbain en opposition avec un vote des villes, qu'on retrouve dans les chiffres. C'est que Marine Le Pen réalise dans les 19 951 communes où elle arrive première, 59% se situent en milieu rural ou en milieu semi-rural. Donc une fois qu'on a dit ça, on est confronté à la limite de ces chiffres. Pourquoi? Parce que ces chiffres, c'est des moyennes de variables qui sont prises de manière isolée. Et on sait que la réalité sociale articule plusieurs données les unes aux autres et qu'il est impossible de les saisir dans leur unicité.
Donc par exemple, la lecture urbain-rural, elle apparaît comme trop simpliste. Et pour la renforcer, on peut se tourner vers des études ethnographiques ou des études de sociologie qui nous permettent de préciser cette lecture. La littérature nous montre que c'est pas la ruralité en tant que telle qui provoque un vote d'extrême droite, mais c'est avant tout une morphologie spécifique qui va se constituer en un bassin d'emploi peu dynamique, avec des structures qui sont avant tout des petites structures, un territoire dans lequel il y a une surreprésentation des personnes non diplômées et un taux élevé d'accès à la propriété. C'est ça, avant tout, qui caractérise les zones de force dans lesquelles Marine Le Pen obtient ses scores les plus hauts. Cette idée, elle est intéressante parce qu'elle permet de déstabiliser une idée assez répandue selon laquelle il y aurait un vote Marine Le Pen lié à l'isolement. Ça serait l'isolement qui provoquerait une politisation, en tout cas une colère, et qui se transformerait en un vote pour l'extrême droite. Alors, ce que montrent les chercheurs, et notamment Violaine Girard, dans un terrain autour de Lyon, c'est qu'elle montre que c'est une politisation qui n'est pas du tout une politisation par le néant. Au contraire, c'est une politisation qui prend des racines très fortes dans deux choses. La première, c'est une politisation par le travail. Elle est façonnée par des rapports de production, des positions à l'intérieur de l'entreprise qui sont très particulières. Donc c'est un salariat avant tout des petites structures qui induit un rapport personnel au patron et une sorte de méritocratie avec une possibilité de se développer et d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Également, cette question, c'est une question qui est très ancienne pour la gauche. C'est pas une question qui est nouvelle. Avoir de la difficulté à adresser les employés des petites structures, c'est quelque chose qui remonte déjà au 19e siècle. Donc c'est quelque chose qui est réactualisé par l'organisation de la production par le néolibéralisme, avec la logistique, les entreprises de sous-traitance, qui sont souvent des petites structures dans lesquelles il y a ces relations salariales patronales, dans lesquelles les employés ne se structurent pas et dans laquelle la conflictualité est basse parce qu'ils ont souvent des très bonnes relations avec leur patron et une conflictualité ne se met pas en place. La deuxième chose, si on peut dire la deuxième jambe sur laquelle la politisation se met en place, c'est une politisation qui est façonnée par des politiques locales très anciennes et qui structurent la vie des gens et qui sont des politiques locales, en tout cas dans son terrain, et c'est ce que ça correspond un peu à ce qu'expliquait Boris, c'est que c'est souvent des politiques locales menées par des élus de droite ou de divers droites et qui sont en fait des politiques très discriminatoires, merci, je parle plus fort, d'un point de vue par exemple de la xénophobie. Elle parle par exemple de politiques qui visent à exclure les populations étrangères des quelques logements sociaux qu'il y a ou qui permet d'avoir une préférence nationale pour l'emploi. C'est-à-dire que les emplois disponibles profitent d'abord aux personnes françaises de souche, pour ne pas dire cette expression, excusez-moi. Donc en fait, c'est des politiques locales qui créent une politisation très à droite, même si elles ne sont pas menées directement par l'extrême droite, et qui permettent un vote décomplexé au moment des présidentielles pour une option d'extrême droite. Donc en fait, cette question, ces deux phénomènes de politisation montrent que le problème, ou en tout cas l'idée que la gauche pourrait aller reconquérir ces populations est quand même compliquée, parce que c'est des politisations qui sont très fortes, qui sont très marquées, très éprouvées par les rapports de travail, par les politiques locales auxquelles ils sont confrontés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces populations, mais simplement une adresse de la part de la gauche n'est pas suffisante. Et pour cela, il faut s'appuyer sur des structures syndicales capables de prendre en charge la question du travail, également les relais locaux à gauche quand il y en a, pour essayer de ramener ces populations. Et la dernière chose, le dernier point sur lequel je parlerai, c'est la qualification de cet électorat, non pas du point de vue social, mais du point de vue idéologique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens ?
quand on imagine que souvent l'électorat, le vote d'extrême droite est un vote de colère. C'est-à-dire que ça serait une colère qui serait mal canalisée, qui tomberait à l'extrême droite alors qu'elle pourrait tomber à l'extrême gauche. Cette idée-là, elle est mise en difficulté par justement l'étude de sur quoi les électeurs d'extrême droite sont-ils d'accord. On s'aperçoit que le vote d'extrême droite, c'est pas juste un vote de colère sociale, c'est un vote qui a un tronc idéologique arc-bouté autour de la xénophobie. Si on prend les indicateurs de xénophobie, les électeurs d'extrême droite, ils pètent les scores. C'est du 80-95% sur des indicateurs de xénophobie. Et la deuxième chose qui les éloigne, pour ainsi dire, du corpus de gauche, c'est une très forte croyance dans la méritocratie. Une très forte croyance dans l'idée qu'il faut réduire les services publics, une très forte croyance dans l'idée qu'il faut réduire les prestations sociales pour les chômeurs, pour les handicapés, etc., etc. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que les lecteurs d'extrême droite se trompent d'ennemis du point de vue de l'étranger, mais également de ce qu'il appelle l'assisté. Et je pense que cela éloigne très fortement les électeurs d'extrême droite et que décider d'aller les chercher avec une simple adresse peut s'avérer très compliqué. Merci, j'espère que j'ai parlé assez fort. Merci beaucoup, Lucie Delaporte. Bonjour et non, ça marche. Non. Là, ça marche mieux. Est-ce que celui-là marche? Alors, il y a un problème en période de Covid, c'est que il faut toucher. J'espère que. Là, ça marche. Non? Ah, c'est moi qui marche pas. Je colle. Ok, d'accord. Ok, je colle. Sur le menton. Ok. Bon, merci de l'invitation. Alors moi, j'ai un point de vue un peu différent. Puisque je ne suis pas experte, je suis journaliste, je travaille sur l'extrême droite depuis quelques années. Et donc j'aurais forcément un regard un peu différent de ce qui vient d'être dit. Je voulais commencer... Ouais, ok. Je voulais peut-être commencer par une expérience personnelle, puisque moi j'ai commencé le journalisme en 2002, au moment où Jean-Marie Le Pen accédait au second tour de l'élection présidentielle. Et justement, le visage des électeurs, donc à l'époque, on avait fait des reportages, et je me rends bien compte qu'en 20 ans, le visage de l'électorat du FN devenu RN a beaucoup changé. Donc c'est là-dessus que moi je voudrais revenir. Et le visage de l'électorat de l'extrême droite a changé, et il a pris celui de plus en plus d'une femme. Quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour en 2002, il accède notamment grâce à un survote, un très fort survote masculin. L'extrême droite est un vote très masculin à l'époque, et sociologiquement, effectivement, plus représenté chez les ouvriers. Donc c'est un peu les deux grands pôles à l'époque qui caractérisent le vote d'extrême droite. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, et je pense que c'est très important de prendre la mesure du travail qui a été fait par l'extrême droite envers les femmes, parce que ça change totalement tout dans la banalisation, la normalisation que l'extrême droite a cherché à réaliser. Et c'est, il faut bien le mettre au crédit de Marine Le Pen, c'est tout le travail qu'elle a commencé à engager en 2011, quand elle prend la tête du parti, c'est de changer complètement la représentation trop violente de l'extrême droite de son père, qui empêchait, qu'il y avait un espèce de plafond de verre, voilà, il plafonnait, et Marine Le Pen a réussi. Alors on commence à en voir les prémices en 2012. Effectivement, elle commence un petit peu à conquérir le vote féminin, mais c'est très net en 2017. La bascule commence à se faire, et on a même un survote chez les femmes, chez les employés, les précaires. Et donc alors c'est important parce que c'est un nouveau territoire, hein, c'est quand même la moitié de l'électorat, oui.
Donc, c'est important parce que, encore une fois, ça change l'image. Alors jusque-là, donc il y a des chercheurs, je pense à Nona Meyer, qui ont travaillé sur pourquoi les femmes pendant longtemps refusaient de voter extrême droite. Donc il y avait cette image de radicalité, de violence. On voit que les femmes avaient plutôt tendance à se recentrer sur le spectre politique. Et il y avait aussi la part du catholicisme, on y reviendra. Voilà, enfin, plein de données qui se sont érodées ces dernières années. Et encore une fois, Marine Le Pen, avec l'aide, il faut bien le dire, des médias, a construit l'image d'une extrême droite féminine, sympathique. Alors je pense à Karine Le Marchand, qui l'a invitée à plusieurs reprises à discuter sur son canapé, de ses soirées avec ses copines, de ses chats, du jardinage, voilà. Et donc c'est la copine d'à côté. Et quand on a cette image-là, on peut pas faire peur, voilà. Et on peut pas être nazi quand on est voilà, une femme de son temps qui va en discothèque. Qui aime, voilà. Donc il y a eu tout un travail, une co-construction et du Rassemblement national et d'une partie des médias sur cette image de plus en plus féminine et qu'on a vu se concrétiser en 2017, en 2022. Et ça, moi, alors là, il y a des chiffres, qui proviennent de la recherche, mais moi, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup vu sur le terrain. Et c'est vrai que ça change tout quand on a des meetings comme encore aujourd'hui Zemmour, qui sont majoritairement masculins, où il y a de la bagarre et où les femmes ont un peu peur d'aller parce que c'est toujours un peu chaud les meetings de Zemmour. Là, moi, j'ai vu de plus en plus des familles et maintenant parfois 3 générations. Donc, il y a les grands-parents qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est la fête, c'est la fête du meeting avec la buvette, et c'est et c'est vrai que l'image de notabilisation a été beaucoup apportée par les femmes, et parfois on le voit, je vois quand on fait des reportages dans les circonscriptions, ça peut être des figures de notabilisation qui peuvent être la boulangère qui aime bien parler politique et qui adore Marine Le Pen. Donc c'est une autre image. Voilà. Moi je voulais insister là-dessus parce que je pense que c'est important de prendre la mesure de ce travail qui a été long mais très, très efficace, et de cette nouvelle frontière. Voilà. Et quand on voit les élections qui vont avoir lieu en Italie, avec Meloni qui est en passe de remporter l'élection là-bas, on voit bien que finalement la carte femme est une carte très efficace pour l'extrême droite, parce que voilà, ça fait moins peur. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Après, on avait parlé justement des femmes qui étaient un peu plus pratiquantes, un peu plus catholiques, et ça, pendant longtemps, ça les a éloignées de l'extrême droite. Alors l'autre mouvement de fond, moi que j'ai vu, la progression en 20 ans, ça a été très profondément l'électorat catholique qui a complètement basculé. Et alors là, sur les cartes, effectivement, ça peut se voir sur l'Ouest. L'Ouest était une terre impossible à conquérir pour le FN pendant longtemps. Et là, on les a vus miter petit à petit le territoire, progresser petit à petit. Alors bon, sans être dans la caricature, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de catholiques pratiquants à l'Ouest. Et globalement, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le catholicisme montrent que c'est un vrai mouvement de fond. C'est-à-dire que il y a encore 10 ans, être catholique faisait qu'on votait beaucoup moins pour l'extrême droite. À la dernière élection, il y a eu un survote catholique pour l'extrême droite avec 40%, donc qui se partage entre Marine Le Pen et Zemmour. Zemmour qui est venu apporter une offre sur un catholicisme identitaire qui fait que par ailleurs les gens se mobilisent politiquement. C'est ça qui est intéressant, c'est que
c'était quelque chose qui n'était pas forcément très regardé, mais là encore, ça fait lever un peu des tabous. C'est-à-dire que si les femmes votent extrême droite, si les catholiques, alors je parle aussi, il faut bien voir la position très ambiguë de la conférence des évêques depuis quelques années, depuis 12 ans, qui pendant longtemps aussi avait des mots d'ordre très clairs sur le barrage à l'extrême droite, et puis avec tout un tas de phénomènes, la manif pour tous, enfin il y a eu toute une radicalisation aussi du clergé et qu'on retrouve on retrouve aujourd'hui et ça c'est des mouvements très profonds, on retrouve une surmobilisation catholique, on en est à 40% de vote pour l'extrême droite, ça c'est vraiment c'est totalement nouveau et je pense qu'il faut aussi en prendre la mesure, et puis enfin dans les nouveaux territoires, les changements de visage, moi je voudrais aussi saluer le travail de Marine Le Pen sur les fonctionnaires, parce que ça a été vraiment un objectif qu'elle a. Alors c'est ironique évidemment. Mais quand elle arrive, quand elle prend la tête du FN en 2011, alors il y avait évidemment Philippot à ce moment-là qui était très, très présent. Il y a vraiment une stratégie qui a arrêté sur les fonctionnaires. Et il y a eu ce travail, alors... Ouais, alors, oui. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement les policiers, les gendarmes votent très majoritairement pour l'extrême droite et c'est une vraie question démocratique. Et alors être fonctionnaire, justement, il y a 20 ans, vous prévenait, faisait qu'on ne votait vraiment pas extrême droite, parce qu'ils avaient cette image de parti libéral, parce que, pour tout un tas de raisons, les fonctionnaires étaient beaucoup plus à gauche. Et là aussi, c'est un front qu'on a vu s'effondrer dans tout un tas de professions. Ça, je le vois, alors je l'ai beaucoup vu sur le terrain dans les meetings. Il y avait beaucoup d'infirmières, beaucoup aussi des fonctionnaires de catégorie C, qui ont l'impression que ils sont pas du tout dans ils n'ont rien à voir avec les fonctionnaires de catégorie A. Eux, ils sont méprisés, maltraités, etc. Et il y a eu une incroyable habileté du RN dans son discours sur la fonction publique, puisque même s'ils ont godillé, ils apparaissent, et ça on l'entend, qu'on le veuille ou non, on l'entend sur le terrain, qu'elle est la défenseur des services, Marine Le Pen, des services publics, chez les Gilets jaunes qui votaient extrême droite. On l'entendait que quand même, alors ils nous parlaient tous de la poste qui avait disparu, de l'école qui allait fermer, et alors, quand même, le RN apparaissait comme un rempart. Et son discours, le discours de Marine Le Pen, antilibéral, fonctionnait assez bien. Et donc, on arrive maintenant à des nouveaux territoires avec des profs qui votent. J'ai vu un chiffre 19% pour le RN à la dernière élection. C'est des choses qui étaient quand même totalement inimaginable il y a encore 20 ans. Donc je pense qu'il faut travailler sur toutes ces conquêtes un peu en sourdine, mais qui ont changé complètement le visage de l'électorat du RN.